Aujourd'hui, on va commencer notre exploration de la présentation d'Adidjon Limpa sur la Dzogchen. Et donc, avant d'entrer dans cela, dans cette méthode, pour obtenir Shamatha, selon la tradition de Dzogchen, de la grande perfection. Ça marche? Le son? Ok? Oui. Avant d'entrer dans cette méthode de la pratique méditative, pour obtenir Shamatha, dans le contexte de la grande perfection, je pense que ce serait très utile pour vous d'avoir une structure conceptuelle pour comprendre la nature de l'esprit dans le système du Dzogchen. Et donc, c'est un petit peu différent de ce que vous avez rencontré précédemment dans les traditions bouddhistes. Donc, si c'est très nouveau, si c'est la première fois pour vous, ça peut être un petit peu confus ou confondant. Mais j'espère que votre réaction va être la même que la mienne que j'ai rencontrée la première fois. C'est juste que c'est la meilleure explication que j'ai eue au cours de ma vie par rapport à ce qu'est mon esprit et ce qu'est la structure de l'esprit. Et donc j'espère que ce sera une expérience similaire pour vous. Donc pour commencer, qu'est-ce que le samsara? On a commencé notre retraite en se posant la question, en se demandant quel est le but le plus élevé, et en reconnaissant que notre motivation dans la pratique bouddhiste et pour la pratique méditative bouddhiste, c'est de se libérer de la souffrance et d'être libéré. Et donc, notre pratique devient tellement différente. Les résultats que nous obtenons deviennent différents en dépendance de notre motivation. Et donc, on désire... Donc, c'est quelque chose que les maîtres nous ont dit. C'est quelque chose d'important de cultiver ce désir d'échapper à la souffrance. Et donc, il faut avoir cette motivation. Et donc, si nous sommes motivés pour nous libérer du samsara, qu'est-ce que le samsara duquel vous souhaitez vous extraire? Le maître Shantideva dit, page 8, comme résultat de tout abandonner, il y a la nirvana. Et mon esprit cherche le nirvana. Abandonner tout à la fois, c'est le plus grand cadeau que l'on puisse faire aux êtres sensibles. Donc, qu'est-ce que nous abandonnons dans le but d'obtenir nirvana? Nous abandonnons tout à la fois. Qu'est-ce que nous abandonnons? Dans le modèle Dzogchen de l'esprit, ce que nous abandonnons, ce sont les fabrications conceptuelles de moi et mien et des autres. Et la croyance que tout cela est vrai et saisir cette réalité. Donc c'est ce que nous abandonnons, parce que c'est une illusion qui est créée par l'esprit conceptuel. Lama Alan, le grand Gyatso Rinpoche, le maître principal de Lama Alan, il a écrit un livre, The Spacious Path to Freedom, le chemin spacieux vers la libération. L'éveil n'est rien d'autre que la nature de votre propre esprit. Ne regardez pas ailleurs. Un esprit imprégné d'élaboration conceptuelle est un esprit samsarique. Un esprit libre d'élaboration conceptuelle est libéré. La nature même de cet esprit est primordialement, foncièrement libre de toute élaboration conceptuelle. Par conséquent, lorsque nous demeurons dans cet état, nous demeurons dans la nature essentielle de l'esprit,
c'est le nirvana. Et donc, c'est l'explication la plus claire que j'ai pu rencontrer, ce qu'est l'expérience du nirvana et ce qu'est l'expérience de ce qu'est l'expérience du nirvana et ce qu'est l'expérience du samsara. Le samsara, c'est un monde qui est créé par la condition qui est fondamentalement l'esprit conceptuel. Et donc c'est quelque chose que l'on peut observer moment après moment dans notre expérience. C'est quelque chose qui est l'intention de la pratique de shamatha, de développer véritablement la stabilité et la vivacité de notre attention et de notre conscience pour que nous puissions percevoir l'esprit comme il fonctionne instant après instant. Et donc tout le processus de l'esprit devient apparent pour nous. On peut observer l'esprit conceptuel qui crée le monde des choses, le monde des objets qui semblent être autres, externes. On peut observer cela survenir. Et ce n'est pas une question d'analyse ou d'esprit conceptuel qui dit à un esprit conceptuel, qui l'analyse, etc. C'est juste une conscience qui se met à distance par rapport à l'esprit conceptuel et qui observe l'esprit conceptuel qui opère. Et donc, c'est le principe de shamatha dans le contexte du Dzogchen. Et donc, le grand tantra du Samputa, le Samputa Tantra, indique l'idéation et la plus grande ignorance qui nous jette dans l'océan de l'existence cyclique, le samsara. Demeurant dans le samadhi non conceptuel, il y a une clarté immaculée, comme l'espace. Donc on commence à obtenir l'idée, grâce à ces quelques citations, que le samsara, c'est un point de vue. Que, en fait, nous avons véritablement le choix de voir ce que nous voyons, la réalité. On pourrait dire la réalité entre guillemets. Elle semble différente à nous, puisqu'elle est observée selon différentes perspectives. Si on devait cuire un gâteau et de faire le samsara, quels seraient les ingrédients essentiels nécessaires pour ce gâteau? Donc le premier, c'est identifié par Karma Chakme, le grand maître du Mahamudra. Et donc il dit la source, le début du chapitre sur le Vipassana, dans un grand texte sur le Mahamudra qu'il a composé. Il dit, qu'est-ce que la source du samsara? C'est identifier moi et mon corps comme étant mien. C'est identifier soi-même et excusez-moi, pas mind mais mind. Donc, considérer que la personne est le corps et l'esprit. Et donc ça c'est la description essentielle donnée par Karma Chakme. Quelle est la source du samsara? C'est saisir le je et le mien, le moi et le mien. Il continue encore plus tard dans son texte. Et donc, quand on aura les sections Vipassana de la retraite, on va voir que dès l'instant où on a créé ce sentiment du jeu et qu'on l'a identifié, il y a nécessairement le sens de autre, moi et autre. Il y a cette dualité. En dépendance de ce ressenti du jeu, il y a nécessairement les autres. Et on saisit une frontière entre moi et les autres comme étant existant de manière inhérente. Et donc, on saisit les apparences des autres comme étant véritablement inhérentes, réelles, indépendants de mon esprit, indépendants de ma perception de cela. C'est la source du samsara. Et la distinction moi et autre
est très importante à réaliser. Elle est uniquement une expérience conceptuelle. C'est simplement une désignation conceptuelle. Elle n'existe pas en dehors de la simple conception. Donc si on pouvait expérimenter une conscience ou un esprit qui transcende la conception ou la conceptualisation, on pourrait transcender l'expérience habituelle de la dualité qui perçoit moi et autre. Là, on peut véritablement commencer à... Quand on commence à observer, à approcher cette structure du Dzogchen, on peut voir que les prières du matin que nous récitons, surtout le refuge et la bodhicitta, elles synthétisent parfaitement le point de vue du Dzogchen. Donc l'aspiration pour générer bodhicitta dans les pratiques du matin par rapport au Dzogchen, c'est pour les êtres ordinaires, il y a la confusion de la dualité. La confusion de la dualité, bien qu'inexistante, apparaissent comme étant les royaumes des êtres. Donc les êtres non réalisés, donc les êtres samsariques. Il y a la confusion de la dualité. Même si cela a créé des apparences qui n'existent pas, il y a malgré tout des apparences à ces êtres non réalisés comme étant les royaumes des êtres. Il y a deux raisons pour lesquelles nous n'expérimentons pas la conscience primordiale pour l'instant. Comme je l'ai mentionné précédemment, dans la vision du monde du Dzogchen, tous les corps du Bouddha sont disponibles pour nous dès maintenant. Il s'agit, en fait, cette perception-là est voilée. Tout d'abord, nous avons la saisie d'un je et d'un mien, qui ne sont pas le je et le mien. Nous nous identifions, nous, comme étant le corps, la parole et l'esprit d'un être ordinaire. Et ensuite, la seconde raison pour laquelle nous n'expérimentons pas l'éveil maintenant, on pourrait dire qu'est-ce que la différence entre un Bouddha et un être ordinaire? La réponse qui est donnée dans le Dzogchen, c'est qu'un Bouddha, simplement, les Bouddhas savent qui ils sont, et les êtres ordinaires ne le savent pas. Les êtres ordinaires sont confus sur la façon dont ils s'identifient par rapport aux conceptions conceptuelles, par rapport à l'identification, le corps, l'esprit, etc. Et donc, les obtentions de shamatha, ça permet de trancher au travers de ces solidifications, ces projections de je et du mien, pour expérimenter la conscience qui demeure en deçà de cette solidification du je et du mien. Donc l'esprit d'un être ordinaire qui semble que il y a vraiment un je qui est là, un moi qui est là, mais qu'est-ce qu'est le moi? Mes souvenirs, mes expériences, mes pensées, mes émotions. Est-ce que tout cela est la fondation de ce que je suis? Donc je vais essayer de donner une identification, surtout quand je vieillis par rapport à mon corps. Et donc, à un moment donné, je me dirais, il y a peut-être 30 ans, je pourrais dire, ce corps c'était moi, mais maintenant que je vieillis, je pourrais dire, non, ce n'est pas moi, maintenant c'est mon esprit. Mes souvenirs. Quelles sont les autres possibilités? Ça doit être moi. Mais est-ce qu'on a toujours un esprit? C'est la question. L'esprit d'un être ordinaire que nous appréhendons de manière si sérieuse. On essaie, on est tellement... cet esprit qui semble avoir tellement de pouvoir sur nous, est-ce que nous avons toujours l'esprit d'un être ordinaire?
La réponse est que pour une grande partie de cette existence, nous n'avons pas. Et en fait, nous expérimentons, par exemple, la nuit dernière, dans le sommeil profond, qui occupe la plupart du temps 6 heures par jour. C'est un quart de notre journée, on n'a pas d'esprit. C'est intéressant. Quelle est votre expérience dans le sommeil profond? Pas dans le sommeil paradoxal des rêves, mais dans le sommeil profond. Vous pourriez très bien être mort. Comme par exemple une anesthésie générale ou le fait de vous être évanoui. Vous êtes dans l'inconscience. Et donc, c'est la source du samsara. Dans votre papier, dans les papiers que vous avez ici, vous avez un tableau en bas de la page 8 qui décrit en anglais, on dirait devolution pour l'opposé de l'évolution, et nous, ce serait involution en français, pour le contraire de l'évolution. En fait, on a d'abord les strates supérieures. On pourrait dire qu'il y a le but le plus élevé qui existe d'abord, et donc on aurait la base, on aurait le substrat, la conscience de substrat, etc., et puis la conscience primordiale. Ici, c'est une description de haut en bas qui décrit l'esprit conceptuel, etc., les différents types, l'identification qui veut que les concepts aient véritablement un référent dans la réalité, etc. Donc ça, c'est une description sur la façon des choses, donc comment le monde des choses voit le jour. C'est décrit dans Vajra Essence de Dudjom Lingpa. C'est un texte qui est l'un de ces textes traduit par Lama Alan et que nous avons étudié pendant plusieurs années, 4 ans, ces textes de Dudjom Lingpa. Et donc on va passer encore 3 ans sur le même texte. Et donc ce texte, Vajra Essence de Dudjom Lingpa, c'est son texte le plus long. Et donc, tout cela commence. Et donc quand on aura terminé la retraite, on espère avoir obtenu le haut du tableau. Et donc, en ce moment, donc la base et la conscience primordiale sont synonymes pour l'instant. Et donc la base, c'est la base à partir de laquelle toutes les apparences surviennent. Et donc dans la description de Dudjom Lingpa de la base, le samsara et le nirvana sont entièrement présents en tant que vos propres perceptions. Et ils sont entièrement inclus dans l'étendue de la nature essentielle. Cette nature essentielle s'appelle la base. Donc on verra cela plus en détail quand on aura l'occasion de décrire la sagesse primordiale. Mais ici, le samsara, le nirvana, tout ce qui existe, toutes les apparences possibles émergent à partir de la base. C'est là où ça devient très intéressant parce que entre la base, on pourrait dire que la base serait le nirvana en fait. Donc ici, la première case serait le nirvana en fait. La base, c'est en fait au-delà du terme technique de nirvana. Donc en haut du tableau, on a la base à partir de laquelle le nirvana survient et à partir de laquelle le samsara survient. Donc là, on va aller dans le substrat. Donc tout ce qui est à partir de substrat et en dessous, c'est le samsara. Donc on peut voir comment le samsara émerge. Ici, c'est une distinction cruciale. L'aspect inconscient de la base s'appelle le substrat ou l'alaya. Et son aspect pur s'appelle le dharmakaya. Et donc il y a seulement une base, mais il y a 2 aspects.
Et ce qui distingue ces deux aspects, c'est l'une est consciente, c'est le Dharmakaya. L'autre aspect, c'est l'aspect inconscient, c'est le substrat, ou l'alaya. Et donc le substrat, on l'appelle en anglais substrat, ou en français substrat. Parfois c'est base aussi. En sanskrit, c'est alaya. Kunchi en tibétain. Et donc c'est le substrat. Et donc l'aspect inconscient de la base s'appelle le substrat. Et le fait qu'elle s'épuise parce qu'elle est engouffrée dans l'obscurité de l'inconscience, cette même base très primordiale qui, comme l'espace, permet à toutes les apparences de surgir, est le substrat. Donc même s'il y a une base avec un aspect de lucidité ou de connaissance, et il y a un aspect d'inconscience ou d'inconnaissance. Cet aspect d'inconnaissance, c'est le premier aspect des 12 liens de production dépendante qui engendrent le samsara. Donc de plus, lorsque vous vous endormez, toutes les apparences objectives de la réalité de veille, y compris les mondes physiques, leurs habitants et tous les objets qui apparaissent aux 5 sens, se dissolvent dans la vacuité du substrat, qui est de la nature de l'espace, et ils pénètrent infiniment cette vacuité. Il y a vraiment beaucoup là-dedans, dans cette description. Donc, où les apparences de l'état de veille vont véritablement, c'est très intéressant. Toute ma réalité de l'état de veille, quand toutes mes consciences se dissolvent dans le substrat, est-ce que toutes ces apparences demeurent ou est-ce qu'elles se dissolvent en même temps que la réalité de veille, la conscience de veille? Parce que là, ce sont toutes, phénoménologiquement, ce sont toutes mes apparences. Et donc toutes ces réalités physiques à l'extérieur, mais mon expérience de cela, comment est-ce que je peux connaître si c'est la réalité ou pas, là, à l'extérieur? C'est simplement au travers des apparences qui apparaissent à mon esprit qui perçoit. Et donc où vont ces apparences de la réalité? Quand je m'endors dans le sommeil profond, elles se dissolvent. Toutes ces apparences de la réalité se dissolvent dans cette vacuité semblable à l'espace. Et donc là, on verra ça plus tard. Il y a de nombreuses correspondances entre la vue Dzogchen et la physique contemporaine. Donc ce vacuum ou cette vacuité semblable à l'espace, ce n'est pas un rien, un néant. Toutes ces apparences de l'état de veille se dissolvent dans la vacuité, mais cela ne veut pas dire qu'elles deviennent rien. C'est juste que ce qui est intéressant, c'est que toutes ces apparences se dissolvent dans la conscience semblable à l'espace, dans la base, et elles imprègnent la base. Ça veut dire que cette vacuité n'est pas un simple vide, de la même façon qu'on voit cela dans la physique contemporaine. Donc ce vacuum, c'est physique, c'est plein de potentialités. Donc c'est la conscience substrat. Vous pourriez dire la base relative, et la base ultime serait le Dharmadhatu, le Dharmakaya. Tujum Lingpa emploie ces termes de manière interchangeable pour décrire l'espace ultime des phénomènes. Donc c'est la base relative à partir de laquelle le samsara advient, c'est le substrat qui est inconscient.
Et donc ce que Lama Allan appelle la symétrie, donc il y a l'état de l'univers, comme dit la physique, il y a un point de singularité. Avant le Big Bang, il y a un point de symétrie. Il n'y a pas de distinction en haut, bas, particules, ondes, etc. Rouge, droit ou gauche, oui ou non. C'est juste quelque chose quelque chose d'inconscient, quelque chose d'égal et d'inconscient. Et puis quelque chose arrive qui va briser cette symétrie, un petit peu comme une onde à la surface de l'eau. Comme par exemple, vous avez un petit tétard qui fait un mouvement dans l'eau. Et donc, qu'est-ce qui brise cette symétrie? Ce sont les énergies karmiques, les samskaras, les formations karmiques, qui sont déposées dans le substrat, ces graines karmiques. Et donc, cela brise la symétrie, et la symétrie est brisée, et cela engendre soit les rêves, si vous êtes toujours dans le sommeil profond, ce sont les mouvements de l'esprit. Donc là, on a une certaine conscience du rêve. Donc il y a la conscience onirique. C'est une possibilité où les énergies karmiques engendrent l'état de veille. Vous vous réveillez et vous commencez à construire tout le monde physique autour de vous en quelques moments. Vous pourriez dire que la première chose qui arrive quand la symétrie est suspendue et brisée, la luminosité apparaît avec la conscience de base, la conscience substrat. Donc Dudjom Limpa décrit cela. À nouveau, la conscience qui saisit un soi est suscitée par les apparitions des mouvements des énergies karmiques. De cet état naît la conscience rayonnante et claire, elle-même, comme base de l'émergence des apparences. Et c'est la conscience du substrat. De plus, aucun objet n'est établi qui ne soit pas l'expression de sa propre luminosité. Et s'il peut donner lieu à toutes sortes d'apparences, il ne s'engage envers rien. Donc il, là, c'est l'esprit, en fait. On aurait dû mettre elle pour la conscience substrat. C'est comme des planètes et des étoiles apparaissent dans une eau claire et lucide, comme des reflets apparaissent dans un miroir clair et lucide. Et comme les mondes physiques et leurs habitants apparaissent dans un espace clair et lucide, de la même manière, les apparences émergent dans la conscience vide et claire du substrat. Donc les mouvements de ces énergies karmiques, l'émergence de la conscience de base, la Laya Vijnana. Et donc toutes les apparences s'étaient dissoutes dans la conscience substrat, mais elles ne sont pas annihilées dans la conscience substrat. Lama Allan emploie la métaphore du sabre laser de Luke Skywalker dans le Retour du Jedi, par exemple. Quand dans le substrat, la conscience substrat a été voilée, c'est comme le sabre laser dans la poignée. Et donc il n'a pas de luminosité, mais dès que les énergies karmiques surgissent, à ce moment-là, il vient le sabre laser qui sort de la poignée. Et donc là, il y a deux choses. Il y a le substrat
est la conscience du substrat. Donc les énergies karmiques, quand vous êtes dans les montagnes, vous avez des rochers qui tombent de la pente, etc., qui entraînent d'autres cailloux, etc. C'est comme une avalanche de pierres sur la pente d'une montagne. Donc vous avez deux choses. Le substrat et la luminosité de la conscience substrat. Et la troisième chose qui advient, vous pourriez dire, ok, jusqu'à maintenant, pas de problème, parce qu'il n'y a pas d'affliction encore jusqu'à maintenant. La conscience substrat, la Mahalan parle des cellules souches dans le corps humain. C'est une cellule qui peut devenir n'importe quelle des autres cellules, les cellules souches. Quand vous avez une cellule souche, elle peut devenir du tissu cérébral, du tissu charnel, de la peau, etc. Et donc, en fait, c'est ce qui détermine cela, quel type de tissu les cellules sources vont devenir, c'est l'environnement. C'est l'environnement, les enzymes, etc., qui vont faire en sorte que les cellules souches vont devenir du tissu neural ou autre chose. Donc jusqu'à maintenant, c'est la conscience substrat et le substrat que nous avons tous, nous, être conscients. Donc c'est la base profonde pour la compassion, puisque c'est ce que nous avons tous. C'est extrêmement primal ou primitif. Et donc c'est ce qui ne fait aucune différence chez les êtres humains, par exemple. C'est ce qui fait que, à cause de cette conscience-là, nous pouvons devenir l'un des différents types d'êtres. Pour les êtres humains que nous sommes, mais ça peut être aussi les autres types d'êtres. Donc tout le monde conceptuel aussi. Donc qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a encore une autre scission dans la symétrie. En sanskrit, ce qu'on appelle Klishta-manas, c'est la conscience souillée. Ici, c'est traduit comme étant mentation, affligée. Mais on peut dire mental affligé ou conscience souillée. Enfin, il y a plusieurs traductions possibles. Et donc, tout esprit conscient a un sens du je, moi, je suis. Donc, je est survenu. Et donc, parce qu'il y a le je, il y a les autres. Et donc, il y a trois choses, Klishta-manas, le substrat et la conscience substrat. Et maintenant, cela engendre la vue que la conscience substrat est là, qui observe l'espace, là, à l'extérieur ou là-bas. C'est l'expérience qu'on peut avoir quand on essaye de parcourir Shamatha et qu'on essaye, au fur et à mesure qu'on essaye d'obtenir Shamatha, on expérimente le jeu et on essaye de revenir encore et encore vers la conscience substrat, vers la non-conception, la luminosité. Et donc c'est la seule expérience dans la conscience substrat, où on arrive à la conscience qui a ces trois qualités de non-conceptualisation, de félicité et de clarté. Et donc quand on essaye d'évoluer vers au-delà de l'esprit conceptuel, et on essaye de se reposer là, dans la conscience substrat, c'est là où l'expérience de Shamatha et la non-conceptualisation, la luminosité et la félicité. Et donc on a ce sentiment du je suis, à cause de Klishta-manas. Et donc cela engendre une autre survenue. Ça, c'est ce qu'on appelle la mentation
Vous pourriez dire la conscience mentale, qui est une conscience mentale très primale ou très primitive. Et Dudjom Limpa dit, lorsque cela s'enracine, ce sentiment du jeu, elle se manifeste et ce qu'on appelle mentation surgit, qui est la base de l'émergence des apparences, révélant ainsi l'aspect de la luminosité. Donc ces mentations sont la base à partir desquelles il y a toutes les apparences qui se manifestent, et toutes les apparences de la réalité ne sont rien d'autre que l'expression de la luminosité ou de la nature lumineuse de l'esprit. Et il y a deux types de mentation. En sanskrit, c'est manas. Et donc il y a deux types de manas. On peut dire de mentalité, mentation, tout ça c'est similaire. Vous avez par exemple, vous avez la mentation subtile. C'est un facteur de l'esprit qui est extrêmement primal ou primitif. Et donc c'est le facteur de discrimination. Et donc c'est ce qui nous permet de distinguer ceci de cela. C'est un élément basique dans notre conscience. Donc c'est la forme la plus basique de mentation. C'est distinguer les 5 apparences, une apparence d'une autre. On n'avait pas toutes les apparences qui feraient un smoothie ou une grande soupe de toutes les informations sensorielles. Vous avez d'abord vous avez ce qui est la conscience auditive. Les apparences auditives sont distinctes des apparences visuelles et des apparences gustatives, etc. Donc c'est un discernement, une discrimination subtile. Vous avez 5 champs sensoriels, les expressions individuelles de la luminosité. Mais à ce moment-là, ce n'est pas encore conceptuel dans notre expérience. C'est très nu et très primal. Les sons, les goûts, les saveurs, etc. Les objets visuels. À nouveau, pour un être ordinaire, il expérimente tout cela de manière très simple. C'est juste, par exemple, on serait on aurait le prisme de la mentation subtile qui réfracte 5 rayons lumineux des 5 champs sensoriels, on pourrait dire. Donc ensuite, la dévolution, donc l'involution, cela va mener à la mentation grossière. Pour la première fois, nous avons la conception, les conceptualisations. Et donc la conceptualisation n'est pas verbale, elle ne dépend pas d'un langage. Et donc c'est une capacité non seulement de distinguer ceci de cela, comme ceci étant le son, etc., mais comme étant un son particulier, par exemple un son venant d'un objet particulier, même si cela ne nécessite pas le langage. Une très bonne expression de cela, par exemple, les animaux ont cette capacité, bien sûr, à la conceptualisation. Donc, il semble qu'aussi un fœtus dans le ventre de sa mère ait aussi cela. Donc on peut distinguer la voix de la mère d'autres voix. Et donc c'est ce que la conceptualisation peut faire. Elle distingue la réalité, toutes les apparences possibles, de toutes les couleurs, les formes, les mouvements, les textures, etc. qu'on peut percevoir dans cette pièce. La conceptualisation va un petit peu essayer de séparer, de distinguer tout cela, un peu comme avec un emporte-pièce. Et donc,
Ça, par exemple, on va dire, c'est la voix de ma mère et c'est distinct de tout le reste. Ensuite, Dudjom Limpa continue. De cela naissent les 5 types d'objets qui apparaissent. Et avec la réification de ceci, il y a saisie et affliction. Et donc maintenant, nous avons la conceptualisation totale, totalement évoluée, totalement, qui permet de désigner. Et quand nous le désignons ce que nous percevons comme étant un objet réel, indépendant de ma perception. Et à ce moment-là, la façon dont la réalité nous apparaît, je suis simplement un opérateur de perception, je ne fais que percevoir les apparences ici qui existent là et qui sont indépendantes de moi. Et donc ma tâche de voir le monde de manière réelle, c'est d'essayer de percevoir le monde sans parasite, sans les informations superflues. Et donc, c'est de connaître le monde tel qu'il est, de manière indépendante de moi. Ça, c'est l'esprit affligé, l'esprit illusionné qui perçoit le monde. Et donc, c'est un petit peu le réalisme, un peu béat, on pourrait dire, dans le sens où je suis là, moi d'un côté, la réalité que je perçois est là d'un autre côté, et il y a une scission entre les deux. Et donc, ça, c'est le monde conceptuel. Ensuite, Dudjom Limpa dit, par conséquent, je ne sais pas si j'ai ça ici. Ah oui, pardon. En bas de la page 9. Ainsi, lorsque toutes les apparences et tous les états d'esprit surgissent dans leur ordre naturel, il y a sujet et objet, c'est l'ensemble du samsara qui apparaît. Et donc, c'est une partie très importante pour la pratique de shamatha. En inversant leur ordre naturel, ils se retirent dans la matrice du substrat, disparaissant soudainement, sans la moindre trace. Et donc tout ce monde physique qui semble si physique, si solide, si tangible, si concret, en renversant l'ordre par lequel il vient à l'existence, on le fait consciemment et avec intention, on renverse l'ordre au travers de la pratique de shamatha, on peut voir tout ce monde conceptuel, tout le samsara qui se dissout dans l'espace à partir duquel il est advenu. Et donc ça fait une grande différence par rapport à la méditation sur le souffle, n'est-ce pas? Et donc on a la pratique que nous allons explorer. C'est notre pratique principale de shamatha qui est prendre l'esprit souillé ou impur sur la voie, comme une voie. Et donc là, on a une idée de ce que veut dire l'esprit souillé ou l'esprit impur. Ce que ça veut dire, c'est l'esprit qui est créé à partir de la du substrat et qui engendre tous ces différents états jusqu'à la conceptualisation pleinement évoluée, pleinement formée. Et donc, la voie indiquée par Dudjom Limpa, c'est d'employer l'esprit impur, toute cette involution comme étant la voie. Et donc, on renverse tout le processus à partir de l'état conceptuel. Et on finit dans la conscience de base, où tout le processus, d'où le processus vient. Et donc, on a le substrat et la conscience substrat, etc. Donc c'est la pratique parfaite pour prendre l'esprit impur ou l'esprit souillé sur la voie de la pratique pour renverser
tout le processus qui engendre la conceptualisation, etc. Et donc ce que l'on fait, c'est observer les apparences mentales qui surviennent, comme dit John Limpa, comme un berger observe son troupeau de moutons à une certaine distance. On observe, on est témoin, mais on ne va pas s'identifier à tout cela. Il faut se souvenir d'un point important de la conscience substrat, c'est que à cause de la nature lumineuse de la conscience substrat, c'est que cela rend toutes les apparences possibles. C'est la base de toutes les apparences. Elle illumine toutes les apparences, mais elle ne devient pas ces apparences. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire au travers de la pratique de shamatha, donc de reconnaître, de demeurer dans cette conscience qui illumine les apparences, qui les rend appréhendables, mais elle ne se confond pas avec elles, elle ne s'identifie pas avec elles. Et donc, grâce à cela, vous voyez les apparences qui surviennent et vous les voyez se dissoudre à nouveau dans la base à partir de laquelle elles sont survenues. Et donc, si vous vous fondez en elles, si l'esprit conceptuel s'identifie à ces apparences, s'identifie avec ces apparences comme étant réelles, c'est là où l'esprit erre et vagabonde, et on oublie que nous sommes en train de rêver. Et donc, on va faire une petite pause, 6 minutes, et quand on va revenir, on va essayer de renverser le flot de la conceptualisation. Donc on commence en bas du tableau et on va renverser tout ce processus de prendre la voie de l'évolution, donc des premières cases en bas jusqu'aux cases supérieures, etc. Et donc jusqu'au point où on arrive à la conscience substrat, on pourra voir l'expérience de Klishta-manas, la conscience afflictive. Donc on va faire cela quand on revient. On va revenir à 10h26.